Le concours, je le vois moins comme le résultat final que comme une fantastique odyssée dans un apprentissage personnel. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Aujourd'hui, nous ne boudons pas notre plaisir au démarrage de cet épisode. Pascaline Lepelletier nous a fait un magnifique cadeau en acceptant nos interviews. Je dis nos, car c'est bien 4 entretiens que nous serons heureux de partager avec vous dans les semaines à venir. 4 entretiens en totale liberté face à une sommelière qui voit bien au-delà de son métier et du monde du vin. 4 entretiens stimulants, réjouissants et savoureux. Voici donc le premier épisode, enregistré au crayon, dans lequel Pascaline nous parle de son parcours et d'une discipline qui l'a marqué profondément, la philosophie. Régalez-vous. Bonjour Pascaline Lepelletier. Bonjour. Alors j'allais dire, on ne vous présente plus, mais tout de même, quand on voit ce que vous avez accompli depuis votre entrée dans le monde du vin il y a une vingtaine d'années, je pense qu'un récapitulatif est nécessaire. Alors vous avez commencé par une mention complémentaire sommellerie, après de brillantes études de philosophie. Premier poste dans un restaurant 2 étoiles, chez Monsieur Torel, si je ne me trompe pas. Puis vous avez travaillé sur une charte nutritionnelle pour le groupe Rouge Tomate, qui vous a ensuite envoyé à New York en 2007. New York, où vous exercez toujours au restaurant Chambers, que vous avez ouvert en 2022 et qui est dérivé de l'ancien Racine. Vous avez remporté les concours du meilleur jeune sommelier en vin de Loire et du meilleur sommelier de Bretagne en 2006. En 2014, vous obtenez le diplôme de master sommelier aux États-Unis, diplôme exigeant s'il en est. Puis en 2018, vous devenez l'une des meilleures ouvriers et ouvrières de France, classe sommellerie, et vous remportez également la même année le concours de meilleur sommelier de France. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et on vous en remercie car vous êtes la candidate qui représentera la France au prochain concours du meilleur sommelier du monde qui aura lieu à Paris en février 2023. Il y a beaucoup de sujets que nous aimerions aborder avec vous, philosophie, dégustation, votre goût pour le vin, vos influences et évidemment la préparation de ce fameux concours. Quand on regarde votre CV, est-ce juste de se dire que ce concours de meilleur sommelier du monde, vous vous y préparez depuis 20 ans ? Bah, pas du tout, non. Non, c'était... Non, je m'y pas... Non, ça pas... C'est un moment magique que je suis en train de vivre, mais ça n'a jamais été un rêve d'enfant et ça n'a jamais été aussi un rêve de jeune sommelière débutante dans le parcours. Non, c'est arrivé de fil en aiguille avec les aléas de la vie et la volonté de continuer d'apprendre et de progresser. Mais ça n'a jamais été l'objectif final de ma carrière, non. Alors, il y a le concours de 2023. On l'a dit, il y a eu aussi les concours de meilleur jeune sommelier, meilleur sommelier de Bretagne. Vous avez aussi fait du tennis en catégorie jeune à un niveau intéressant. Est-ce que la compétition, c'est un moteur ? Est-ce que vous en avez besoin pour avancer ? Oui, j'ai toujours été quelqu'un d'assez compétiteur très jeune. Mais contre moi, en fait, c'est quelque chose, c'est une adrénaline personnelle. Donc le tennis, effectivement, j'en ai fait beaucoup. C'était un sport que j'adorais parce que c'était un dépassement de soi. Et j'ai toujours aimé me mettre dans des conditions qui vous transcendent. Donc c'est assez rare de le faire spontanément, sans cadre, sans objectif, sans challenge. Et de le faire avec des conditions extérieures, comme des concours. Oui, ça m'a toujours intéressée. Mais dans un sens, c'est vraiment... Bon, j'aime bien gagner, je pense comme beaucoup de gens. Mais j'aime vraiment cette idée de se transcender, en fait. De me dire que ça, c'est ma limite et de découvrir qu'en fait, on peut aller plus loin. Même si j'ai beaucoup changé mon regard sur la compétition au fil des années. Avant, c'était aller plus loin parce qu'il fallait que je me rassure.
il fallait que je me sente bien, et que la victoire me disait, en fait, il y a une certaine légitimité. Donc, c'est mes premiers concours de sommellerie, c'était vraiment pour ça. Surtout parce que j'arrivais très tard dans le métier, avec pas du tout d'expérience classique. Mais là, la compétition aujourd'hui, elle est un petit peu différente pour moi. Elle se voit comme une plateforme, on va en parler, je pense, pas mal dans ces épisodes, mais comme une plateforme de progression globale pour un groupe, pour un certain nombre de personnes avec moi. Donc la vision a changé sur la compétition. Ce concours de 2023, en quoi est-il plus exigeant que les concours que vous avez déjà passés, comme le MOF ou comme Meilleur sommelier de France ? Le concours mondial, c'est que subitement, c'est le monde. Voilà, autant les concours français, on reste encore franco-français avec une petite incursion dans les cultures étrangères, mais le concours mondial, c'est 67 pays. Chacun est représenté dans les questionnaires et ou dans les dégustations. Le champ des possibles est ouvert. C'est pas comme s'il y avait des choses qui étaient déjà prédésignées ou pré-choisies en termes de thématique ou de vin. Ce qui le distingue aussi, par exemple, du Master Sommelier que j'ai passé. Master Sommelier, il y a un petit curriculum quand même de choses à savoir. Il y a un certain nombre de vins à connaître. Il y a des listes. Là, c'est le grand océan où on va. Donc, c'est toutes les boissons, c'est tous les pays qui produisent des boissons, c'est toutes les cultures gastronomiques, c'est les histoires, c'est les producteurs. Et ça, c'est fantastique. Vous avez parlé de groupe ou d'équipe, là. Comment est-ce qu'on se prépare à un tel concours et qui est-ce qui vous accompagne dans cette préparation ? Alors on se prépare, évidemment, pour faire ce genre de concours, on n'est jamais seul. On ne peut pas le faire seul. C'est tellement de temps personnel investi, tellement d'énergie qu'il faut déjà avoir un noyau personnel qui soit prêt à accepter les sacrifices de la famille. Après, il faut avoir également un noyau professionnel qui l'accepte. Donc, dans les deux cas, voilà, mon épouse était d'accord. Mon restaurant sait que j'allais me préparer pour cela. Et là, en France, j'ai eu la chance, en fait, de bénéficier de l'expérience et de l'histoire et de l'antériorité des compétitions des précédents candidats. La France, malheureusement, n'a pas gagné depuis quelques années. On a fait des très beaux podiums. On a eu des candidats extrêmement talentueux, mais qui n'ont pas réussi ou qui ont été peut-être surclassés par des personnes à un moment T, et dont David Biro, qui a été un représentant fantastique. On peut les citer, peut-être David Biro, qui a fini second, Éric Baumard, qui a fini second en 98, Olivier Poussier, qui est le dernier vainqueur, qui a gagné en 2002, si je ne me trompe pas. En 2000. 2000, oui. Oui. Voilà. Donc oui, on a quand même des podiums intéressants. On a des très beaux podiums. David a représenté la France de manière magnifique pendant des années, que ce soit à l'Europe ou au monde. Il y a Benjamin qui nous a représenté à l'Europe récemment aussi. Benjamin Roffet, pardon. Et donc, ce que David et ce que Benjamin ont vu, c'est qu'en fait, le niveau était de plus en plus élevé chaque année, avec des candidats de plus en plus nombreux. Je dis 67 pays cette année, je crois que c'est le record. C'est énormément de pays, avec des pays pour la première fois qui viennent. Et dans une industrie et dans un monde vitivinicole qui n'arrête pas de changer, où il y a de plus en plus de pays producteurs, où il y a de plus en plus d'informations à connaître, de vins à goûter. Le monde des boissons a été démultiplié. Maintenant, c'est aussi évidemment les sakés, c'est les thés, c'est les cafés, c'est les cocktails, c'est les spiritueux. Donc, c'est une masse d'informations énorme à comprendre. Et ne serait-ce que pour cela, avoir une équipe qui est autour de vous, qui vous aide à mettre en place les différentes techniques et stratégies pour réussir dans les différents ateliers. Donc pour ces compétitions, vous avez de la théorie, vous avez de la pratique, vous avez des dégustations. Chacun a ses critères. Avoir des personnes qui vous aident à mettre en place les stratégies, à trouver les informations, à trouver les vins, c'est nécessaire. Et certains des précédents vainqueurs ont sans doute gagné parce qu'ils étaient en avance sur la France par rapport à ça. Je pense notamment à la Suède. Je pense à Arvid Rosengren qui a gagné en 2016. Et Arvid, c'est un ami. Je l'avais entraîné un petit peu à New York, mais j'avais vu comment les Suédois s'étaient entraînés avec Arvid. C'était comme du sport de haut niveau. Il y avait une équipe, il y avait un planning hebdomadaire, il y avait des moyens financiers qui avaient été mis en place pour le faire gagner.
et il en a vraiment bénéficié. Je pense que ça fait la différence avec David Biro qui, lors de cette compétition, a fini second. La micro-différence entre les deux qui a fait passer Arvid devant est sans doute le fait qu'il a peut-être marqué quelques points grâce à l'équipe qui était avec lui et qui l'a aidé à avoir l'information qu'il fallait au bon moment. Donc voilà, donc il y a une équipe autour de moi, il y a une équipe qui s'appelle la Team France, qui est menée par David Biro, avec un budget, avec un certain nombre de sommeliers, de professionnels qui se sont des meilleurs sommeliers de France, des MOF, d'autres personnes, des spécialistes de leur discipline, qui se sont proposés de m'accompagner dans la préparation en fonction de leur spécificité. C'est David qui a poussé qui a eu cette prise de conscience là, d'un besoin de travail collectif et qui a poussé pour ça ? Oui, je pense que absolument David Biro a été un moteur parce que justement il a vu sans doute le besoin de la chose après les différents concours qu'il n'a malheureusement pas remportés. Je pense que David aurait dû être meilleur sommelier du monde. On est vraiment à ce niveau-là de compétences. Et David l'a poussé. Il a été aussi soutenu par des gens comme Olivier Poussier, par Philippe Forbrac, qui est le président de l'UDSF, qui lui aussi a été meilleur sommelier du monde et qui a ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, le monde du vin, c'est le parallèle de ce qui se passe en cuisine avec le Bocuse d'Or. Voilà, ce qui est le meilleur sommelier du monde qui va se passer, c'est le Bocuse d'Or de la sommellerie. Et le Bocuse d'Or, eh bien, c'est une équipe, c'est un nombre de personnes qui entourent le candidat et qui l'aident à passer les épreuves. Et donc, l'idée de cette Team France, c'est bien sûr de préparer les concours, c'est préparer ce concours, mais c'est surtout de créer aujourd'hui une dynamique autour de poursuivre l'excellence à l'international, pour plein de talents qui ont envie d'aller plus loin. Et donc, ce n'est pas que pour moi, ça va être pour la mise en place de plein d'ateliers de dégustation, de pédagogie d'apprentissage, d'avoir un endroit où on peut goûter des vins régulièrement, des vins du monde pour continuer à être au niveau du professionnalisme qu'on attend de nous. Et ça, on n'en a pas vraiment. Et en fait, quand on voit le travail qu'on fait, on devrait avoir ça mis en place. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. Est-ce que le fait que tu travailles à New York, c'est un avantage pour toi ou un atout aujourd'hui ? Pour le concours, c'est un atout évident. La première des raisons, c'est que le concours ne se passe pas dans sa langue maternelle. Il faut donc pratiquer une autre langue. Et être à New York me force à parler anglais tous les jours. Donc j'ai un avantage certain, en tout cas qui me rassure moi, c'est que l'anglais est devenu vraiment plus qu'une seconde langue. Donc ça, c'est sûr. Être à New York aussi, c'est évidemment être exposé à toutes les boissons et tous les vins possibles dans le monde entier, parce que je crois qu'on a 141 nationalités à New York. Donc en termes de cosmopolitisme et de découverte du monde de la gastronomie et des boissons, c'est fantastique. Et être à New York aussi, en ce moment, pour un événement comme cela, ça me permet de rester dans une bulle. Alors, au concours, donc c'est un concours de sommellerie, il y aura évidemment une partie, plusieurs évaluations sur des épreuves de service. Il y a aussi des questions théoriques, il y a de la dégustation, reconnaître des vins, proposer des accords mets-vins et ainsi de suite. Tout ça, ça nécessite de la pratique, beaucoup de connaissances théoriques aussi. Mais il me semble que pour gagner, ça nécessite aussi d'avoir de la confiance. Comment est-ce qu'on construit de la confiance et comment est-ce que toi, tu construis de la confiance ? Eh bien, c'est un très bon point. Je pense que chacun travaille un peu différemment, mais moi, c'est le travail. C'est-à-dire que la confiance vient en travaillant, en pratiquant et en sachant que j'ai fait le maximum que je pouvais pour maîtriser quelque chose. Donc, c'est bien sûr savoir qu'on y va et qu'on ne saura pas tout, qu'on va se tromper, accepter déjà de savoir qu'on va se tromper. Et après, mettre en place, c'est vraiment comme du sport de compétition. Donc je suis très contente d'avoir fait un peu de tennis en compétition parce que c'est exactement la même chose. On pratique des gammes, on travaille ses coups forts et ses coups faibles. Et tous les jours, on construit sur ce qu'on a fait. Donc la confiance, pour moi, ça passe par ça. La confiance, ça va passer par la théorie. Si je sais que j'ai bien révisé ma théorie, je me sentirai mieux. Et ça, c'est juste l'expérience d'avoir fait déjà des concours et de savoir ce qui me met en stress, ce qui ne me met pas en stress. Après,
c'est beaucoup parler à des gens qui ont aussi fait ces concours, donc comprendre un petit peu les mécanismes, mais aussi ce qu'ils ont mis en place quand eux, ils avaient un manque de confiance. Et je travaille aussi avec des spécialistes, des coachs en psychologie du sport, en fait, qui sont en train de m'aider à mettre en place des réflexes et ou, lorsque les réflexes ne marchent pas, des modes de préparation qui vont me permettre de prendre confiance lorsque je fais un exercice. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment le concours, je le vois moins comme le résultat final que comme une fantastique odyssée dans un apprentissage personnel. C'est-à-dire que là, ce qui était en train de se faire, je le vois comme je me redécouvre, je découvre des choses que je ne savais pas sur moi, j'essaye de les surmonter, d'apprendre, je rencontre d'autres personnes. C'est vraiment ça je trouve fantastique dans ce concours. Et ça me stimule d'autant plus et ça construit la confiance. Et pour construire la confiance, je voulais vraiment aussi m'entourer d'un cercle très particulier de gens bienveillants, en qui j'avais confiance, pour que ça se passe avec beaucoup de stimulation et pas trop de drame. Voilà. Avec ce que tu viens de dire, le mot introspection me vient assez vite en tête. L'introspection, c'est quelque chose qui est quand même assez perpétuel, donc ça va pas se finir une fois que tu auras fait ce concours de meilleur sommelier du monde. Quel impact ça va avoir pour après? Parce que là, on parle de la préparation du concours, mais qu'est-ce que ça va t'apporter pour après? On a l'impression que tu décris une vague et qui s'arrêtera certainement pas à Paris en février 2023, mais qui va se poursuivre. C'est une très bonne question. Pour l'instant, je ne me projette pas vraiment dans l'après. Avant, je me projetais beaucoup. Et en ce moment, j'apprends à vraiment être plus dans l'instant. C'était pas trop ma qualité première. Et donc, oui, effectivement, par contre, tu as tout à fait raison sur cette idée que le concours n'est absolument pas une fin en soi, mais dans la continuité d'une dynamique que j'ai envie de mettre en place. Je ne sais pas quelle forme elle prendra après. Je sais qu'elle continuera dans le sens où je pense que le monde du vin est en train de vivre une certaine révolution en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau viticole, on le sait, dans la façon de déguster, dans l'économie du vin. C'est beaucoup de questions, beaucoup de nouveaux apports, beaucoup de nouvelles façons de boire, beaucoup de nouvelles façons d'apprendre. Donc je veux juste apporter, je pense, dans le futur ma pierre à l'édifice, je ne sais pas trop comment, mais continuer dans cette introspection pour voir que j'ai développé une certaine approche du vin que j'aimerais partager par la suite. Je ne sais pas comment ça se fera. Je sais que c'est ma seule compétition internationale que je ferai, parce que après, oui, effectivement, je me dis que j'aimerais collaborer et travailler avec des personnes pour continuer à faire évoluer un petit peu le monde du vin et proposer des pistes d'approche, en tout cas du côté de la sommellerie, qui, à mon avis, est aussi en transition, en révolution en ce moment, et comment en profiter, et en profiter au sens profiter du moment d'après et de la masse de travail, de la masse d'informations que je vais devoir connaître, de contacts que je vais prendre, qui vont me permettre de connecter mon travail quotidien avec d'autres personnes à tous les coins du globe. C'est fantastique. Et comment mettre ça à profit pour mieux former en sommellerie. Je crois que c'est ça qui va être le futur. Donc c'est pour ça que je suis vraiment super contente de ce qui se passe. Qu'est-ce qui change dans la sommellerie en ce moment ? Ce qui change dans la sommellerie en ce moment, c'est que la grande sommellerie classique là, on est dans un endroit magnifique, on est au Crillon dans la cave, mais ça devient de plus en plus rare. Il y a un accès à des bouteilles, à des millésimes qui ne s'offront plus pour les jeunes sommeliers. Le monde du vin est en train vraiment de basculer dans certaines bouteilles qui deviennent incroyablement spéculatives et qu'on ne voit plus vraiment, qui disparaissent même de l'ouverture. Enfin, elles sont vraiment vendues et c'est à peu près tout. La cuisine a beaucoup changé, donc le travail d'accord mets-et-vins a beaucoup changé. Et l'arrivée des vins avec moins d'intrants aussi a beaucoup bouleversé la façon dont on boit et dont on goûte, avec pas forcément beaucoup de référents.
Les gens font plus forcément carrière sur le long terme non plus. Il y a beaucoup de rotation. Les formations ne sont pas vraiment adaptées à une partie de ce que l'on boit. C'est beaucoup plus classique, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de vins, de tellement de pays, faits avec des manières tellement libres. C'est pas vraiment adapté. Donc, ça va très vite en termes de production, ça va très vite en termes de vente, ça va très vite en termes d'achat. Et on n'a pas forcément les outils organoleptiques, ou en tout cas les grilles pour comprendre, pour en parler, pour apprécier, pour peut-être prendre le temps, pour pas faire juste de la vente de vin par Instagram et de revenir à des choses un petit peu plus fondamentales. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est mettre en place, j'aimerais bien réfléchir sur les modes de dégustation et les modes de dégustation et d'éducation sur ce qui compte dans la compréhension d'un vin pour mes jeunes sommeliers du futur. Tu as commencé à esquisser ton approche du vin, tu viens justement de parler d'éducation. J'ai l'impression que les deux sont liés au moins au début de ton parcours, puisque tu as, comme le disait Romain tout à l'heure, commencé avec des études de philosophie. Pourquoi tu as choisi cette voie au départ et qu'est-ce qu'elle t'a apporté après dans ton approche au départ de ta carrière dans le vin? Parce que je crois que les deux sont intimement liés. Les deux sont intimement liés, oui. Tout à fait vrai. En fait, la philosophie m'a choisi. Je connaissais pas la philosophie comme tout le monde avant d'être. J'étais en filière littéraire. Et donc, je me suis retrouvée en terminale L avec, je crois, 7 ou 9 heures de philo par semaine. Et j'ai eu un prof exceptionnel. Et après mon premier cours de philosophie, je savais que je ferais de la philosophie. Je trouve cette discipline incroyable parce que c'est une discipline qui subitement vous donne les outils pour comprendre ce qui vous entoure. Subitement, vous redevenez un petit peu maître de votre capacité à essayer de comprendre ce que vous avez autour de vous. J'ai trouvé l'émerveillement de la critique, se demander pourquoi, comment, d'où vient le sens, se rendre compte que les choses ont une histoire, qu'il y a derrière des valeurs morales, qu'il y a derrière beaucoup de préjugés sur la plupart des choses que l'on connaît, beaucoup d'opinions, et essayer de se demander pourquoi et la validité de la chose. J'ai trouvé ça incroyablement stimulant et ça nourrissait aussi ma curiosité. Je ne savais pas quoi faire de ma vie et subitement j'avais une discipline. Je pouvais me poser des questions à la fois sur un bouquet de fleurs, sur une gorgée de vin, ou alors sur des questions métaphysiques de Dieu, ou alors sur la logique. Enfin, tous les domaines étaient susceptibles de devenir sujet d'interrogation. Donc la philosophie m'a trouvée. Et j'ai adoré ça et je continue d'adorer ça. Je trouve que c'est une discipline qui devrait être enseignée à l'école dès le plus jeune âge. Parce qu'aujourd'hui, on manque d'outils de critique. J'ai envie de pouvoir décider par moi-même. Et c'est une discipline qui vous apprend ça, à essayer de décider par vous-même. Et donc, le vin est venu plus tard. Et le vin a eu le même impact par rapport à la satisfaction de ma curiosité. C'est-à-dire que la philosophie était une grille de lecture qui permettait d'approcher plein de disciplines. On peut faire la même chose avec le vin. C'est-à-dire que le vin touche toutes les disciplines qui touchent à l'homme. Donc si on est intéressé par l'économie, par l'esthétique, par la culture, par la morale, par la religion, par la politique, le vin peut être une porte d'entrée. Mais en plus, on est vraiment enraciné. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec, évidemment, la biologie, avec la chimie, avec la physique, avec toutes les sciences du vivant, qui est là, et avec les sciences dures. Et ça manquait un tout petit peu avec la philosophie, c'est-à-dire qu'il y a la dimension charnue, charnelle, vivante du vin m'a subitement plus donné un ancrage chtonien. Et les deux se sont retrouvés immédiatement. Et donc oui, j'ai abordé le vin avec les outils philosophiques que j'avais, mais en même temps c'était de la paresse intellectuelle. C'est parce que comme je connaissais, j'avais pas apporté un plateau, j'ai commencé à me demander, j'ai posé des questions pourquoi, parce que je savais très bien faire ça. Et subitement, j'ai commencé à 25 ans dans le vin, mais j'ai commencé à 25 ans avec des outils d'analyse critique que je pense peu de jeunes sommeliers ont, que j'avais. Donc ça m'a permis d'aller relativement vite par rapport à ce qui me semblait impertinent et ce que je goûtais. Et ça a été très rapide. J'ai très rapidement fait le lien entre les sensations physiques, je ne savais pas en parler, mais je ressentais vraiment très fort des choses, et les discours des vignerons qui produisaient les vins. Et après, l'apprentissage vitivinicole que j'ai essayé d'avoir assez rapidement. Et
voilà, c'était assez rapidement lié. Les vins qui me parlaient venaient de certains vignerons qui avaient certains engagements et certaines visions sur l'agriculture. Ils le mettaient en pratique et ça se goûtait dans les vins. Et c'est parti comme ça. Donc oui, il y a beaucoup de... L'approche philosophique m'a d'abord aidé à faire le tri rapidement dans la production viticole, dans le discours marketing, dans une certaine approche du vin, qui, voilà, c'est un monde, c'est un petit peu un miroir aux alouettes. Souvent, le vin, c'est pas le monde le plus transparent. Il y a beaucoup de mythologie, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'histoires, et ça fait partie du vin, et c'est ça qui est fantastique. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut remettre en perspective. Et la philosophie m'aide à ça. Quels sont les philosophes ou les courants philosophiques qui t'ont touché et pourquoi ? Alors j'ai commencé très rapidement la philosophie avec Platon, parce qu'en fait je faisais beaucoup de grec ancien. Et donc Platon, Socrate, immédiatement, avec le travail des dialogues, m'ont beaucoup touché sur ce côté de la maïotique, c'est-à-dire la maïotique, c'est l'art d'enfanter les esprits. C'est vraiment une métaphore qui est utilisée assez régulièrement par Platon, via la bouche de Socrate, donc philosophe grec. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable. Les dialogues étaient une façon de faire c'était la philosophie sur la place du marché à l'Agora. Hein. Donc ça m'a beaucoup influencé sur la possibilité de l'accès de la philosophie à tout le monde. Mais après, en termes de pensée philosophique, avec des philosophes qui ont vraiment créé des concepts ou pensé des concepts qui me parlent beaucoup pour comprendre le monde, je me place dans ce qu'on appelle un petit peu des philosophes du vivant. Donc ma grande porte d'entrée, ça a été Henri Bergson, qui est un philosophe qu'on ne connaît pas trop. C'est un grand philosophe français qui a beaucoup réfléchi sur l'élan vital, l'évolution créatrice. La morale aussi. La morale, effectivement. Et que j'ai étudié. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la philosophie du langage chez Bergson. Donc le contraste entre lui, il est vraiment le flux de la qualité, le vivant n'a pas de limite, et comment nous, notre langage, en tant qu'humain, en fait, on cloisonne, le concept encadre, n'est pas capable de comprendre le flux du vivant, et donc on crée ces outils pour essayer de vivre, en fait. Mais ces outils deviennent aussi problématiques parce qu'ils ne sont pas le reflet vrai de la réalité, donc subitement, il y a des faux problèmes qui se créent parce que ça ne marche pas. Nos outils, on est trop pauvres. Donc Bergson m'a beaucoup influencé, Nietzsche m'a beaucoup influencé. Je pense comme tout jeune philosophe, on est un peu nietzschéen. Et après Deleuze. Deleuze, aussi philosophe français, m'a beaucoup influencé. Et là, plus récemment, j'ai relu Deleuze parce que je travaille sur un bouquin et j'ai relu Mille Plateaux. Je suis pas mal influencée par les écrits qu'il a eu avec Guattari sur l'idée du rhizome et la dynamique des flux. En fait, je suis persuadée que tout est flux. Je suis persuadée qu'on est dans des dynamiques qui ne s'arrêtent jamais et que nous, humains, on est un petit peu arrogants. On a des outils fantastiques, mais assez limités et qui, au final, ne sont sans doute pas le reflet de ce qui nous entoure exactement. Et le vin le montre très bien pour moi. C'est-à-dire que le vin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est un artefact humain où on essaye de mettre en forme quelque chose qui va être de toute façon décomposé naturellement. On essaye de le magnifier dans une grâce esthétique à un moment donné par un phénomène naturel qu'est la fermentation qu'on contrôle un petit peu mieux, mais qu'on contrôle quand même pas tout à fait. Et on essaye de l'encadrer et de lui donner une forme, un goût, une structure. Mais au bout d'un moment, ça va filer, ça va mourir et tout ça. Et je suis convaincue que les vins qu'on voit aujourd'hui, les vins plus libres, c'est un appel indirect à nous ressaisir et à recomprendre que tout est flux, que tout est dynamique, que tout change et embrasser cet éternel retour, embrasser cette évolution créatrice. Et c'est joyeux. Voilà, donc c'est des philosophes qui m'influencent beaucoup et d'essayer de comprendre comment leurs concepts, comment leurs idées ont permis d'apporter des solutions pour comment en parler, comment le vivre au quotidien, comment ne pas être effrayé de ça, parce qu'autrement c'est de la sclérose. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde très sclérosé, très standardisé, très codifié,
De toute façon, on le voit bien, les vins, c'est déstabilisant. Enfin, déstabilisant, on essaye de contrôler le flux du vivant aujourd'hui et ça va pas du tout parce que de toute façon, la nature va gagner. Hein. On peut essayer, mais il y aura un tsunami, il y en a un ouragan, il y aura une sécheresse. Enfin voilà. Je vous propose qu'on aborde plus en profondeur ces questions la prochaine fois. Ouais, absolument. Ok. Ouais. Merci Pascaline. Merci beaucoup. Hein. Le temps file à une vitesse folle, non ? Voilà au bout de cette première interview, mais comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez vous réjouir, car la suite arrive très vite. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Psica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle session d'entraînement avec Pascaline Lepelletier. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!